Je ne pourrai sûrement plus jamais aller en Chine après ça. Ne soyez pas offensés si vous êtes chinois. Je ne cherche pas à blesser qui que ce soit. C'est juste une hypothèse intéressante à considérer. La Chine est trop vaste, comme d'autres pays. La Russie est trop grande aussi, tout comme, on pourrait dire, les États-Unis, qui pourraient eux aussi se diviser en nations plus petites. Mais quand il s'agit de la Chine, je trouve que c'est encore plus pertinent. J'y ai pensé en regardant cette carte ethnique du pays. Elle est un peu dépassée, mais elle montre qu'il y a immédiatement au moins 4 ou 5 divisions pertinentes au sein du territoire chinois en ce qui concerne l'ethnicité. Vous avez les peuples turcs dans le nord-ouest, communément appelés Ouïghours. Vous avez les Tibétains dans le sud-ouest, les Mongols au nord, et puis d'importantes minorités ethniques également dans le sud, avec les groupes Thaï et Miao-Yao. Je dirais que cela résulte principalement des conquêtes impériales de la Chine, dont la plupart remontent à l'époque de la dynastie Qing, qui a considérablement étendu la domination territoriale de la Chine. Cette vieille carte le montre. Les zones sous domination directe chinoise ont été étendues, et une domination indirecte a été établie par le biais d'États clients, ou d'influence au Xinjiang, au Tibet, à Xinhai, en Mongolie et en Mandchourie. Ils ont même gouverné toute la péninsule coréenne à l'époque, ainsi qu'une partie de ce qui est aujourd'hui l'extrême-orient russe. Tout comme ils ont perdu ces territoires, et ce qui est aujourd'hui la Mongolie indépendante, ils pourraient aussi perdre les autres, étant potentiellement réduits à leur territoire central, ici en jaune foncé. Même au sein d'une région ethnique, il existe d'importantes divisions. Cette carte représente Taïwan comme faisant partie de la Chine, alors que la moitié de l'île est encore Formosane, et que les Chinois constituent le groupe majoritaire, mais leur lien ethnique avec le continent ne les empêche pas de vouloir être leur propre pays. La même chose se produit à Hong Kong, par exemple, qui est culturellement assez distincte pour peut-être justifier son indépendance. Je suis conscient que l'argument peut aussi être utilisé dans l'autre sens. Tout comme les Taïwanais ne veulent pas forcément être unis à la Chine simplement parce qu'ils sont aussi Han, on pourrait aussi dire que les Mongols chinois ne veulent pas forcément être Mongols. Et le but de la vidéo était plutôt un exercice hypothétique du genre « et si ?» Alors découvrons quel nouveau pays pourrait émerger au sein de la Chine. Pourquoi il pourrait ou non être justifié, et ce que cela signifierait pour la Chine, la région et le monde. Je pense que la meilleure façon de procéder est d'examiner ces régions une par une, de comprendre où elles se trouvent, qui sont les peuples autochtones, comment le territoire est passé sous contrôle chinois, et s'il serait logique ou non qu'elles soient indépendantes. Nous allons examiner 7 pays potentiels, l'Ouïghouristan, le Tibet, une Mongolie élargie, un Hong Kong et Macao indépendants, une Taïwan pleinement souveraine, et même une éventuelle division entre la Chine Han, la Chine du Sud et même la Mandchourie. Le Xinjiang, le Tibet, la Mongolie et le Guangxi sont déjà des régions autonomes, donc ils sont en bonne voie pour devenir des pays à part entière. Commençons par l'Ouïghouristan, également connu sous le nom de Xinjiang. Le Xinjiang a été conquis assez tôt par les Chinois. La dynastie Han en a pris le contrôle vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, et c'était une route clé de l'ancienne route de la soie. Mais ils ont rapidement perdu le contrôle, et les Ouïghours locaux ont pris le pouvoir. Les Chinois ne sont revenus qu'en 1759, affirmant leur domination sur les peuples Oïra, Mongols et Dingars, dont beaucoup adhèrent et sont toujours musulmans. Après la chute de la dynastie Qing face à la première république chinoise, la région est devenue instable. Il y a eu plusieurs tentatives éphémères d'États indépendants, comme la République du Turkestan oriental en 1933 et en 1944. La République de Chine a gardé le contrôle malgré de nombreuses rébellions. Ce n'est qu'après la guerre civile chinoise que l'armée victorieuse de la République populaire de Chine a repris le territoire en 1949, à la fois par des négociations et des menaces militaires. Aujourd'hui, beaucoup affirment qu'ils les maintiennent soumis sous la répression et la persécution, en tentant d'éliminer leur identité culturelle par la force. Ils sont maintenant appelés la région autonome ouïghour du Xinjiang. C'est la 8e plus grande subdivision territoriale du monde, avec environ 25 millions d'habitants. Avec une superficie de 1,6 million de kilomètres carrés, ce serait le 18e plus grand pays du monde s'il était indépendant. Certaines personnes l'appellent encore le Turkestan oriental et le relient aux autres pays turcs d'Asie centrale, affirmant qu'ils devraient plutôt être alignés avec eux. Grâce à ses vastes réserves de pétrole et de minéraux, elle pourrait vraisemblablement prospérer de manière autonome.
Parlons maintenant du Tibet. Le Tibet est situé sur le plus haut plateau du monde, à la frontière de l'Inde, du Népal et du Bhoutan. Si le Tibet était indépendant, il serait l'un des plus grands pays d'Asie, avec environ 1,2 million de kilomètres carrés, soit à peu près la taille de l'Afrique du Sud. Il compte aujourd'hui environ 3,6 millions d'habitants, majoritairement des Tibétains ethniques. Les habitants natifs sont ethniquement distincts des Chinois. Ils parlent des langues tibétaines et pratiquent le bouddhisme, élément central de leur identité et culture. L'influence chinoise au Tibet remonte à la dynastie Yuan au XIIIe siècle, mais il s'agissait davantage d'une influence symbolique que d'un contrôle direct. Le contrôle durable des Chinois sur la région n'est survenu qu'au début du XVIIIe siècle sous la dynastie Qing. Même à cette époque, la région est restée assez autonome, gouvernée par des lamas et des monastères. Après la chute des Qing en 1911, le Tibet a déclaré son indépendance et a fonctionné comme un État indépendant de facto pendant des décennies. Il avait son propre gouvernement, drapeau, monnaie et relations étrangères, signant même des traités avec l'Inde britannique. Mais en 1950, peu après la fondation de la République populaire de Chine, l'armée populaire de libération a envahi le Tibet. En 1951, sous forte pression, ils auraient signé un traité garantissant l'autonomie. Mais en pratique, ils ont été absorbés par la Chine. Le Dalai Lama s'est enfui en exil en Inde, et aujourd'hui c'est essentiellement un territoire chinois. Économiquement sous-développés, ils pourraient avoir des difficultés en tant qu'indépendants, mais ils sont riches en ressources naturelles, comme le cuivre, l'or et l'eau. C'est le berceau de nombreux fleuves, qui alimentent en eau une grande partie de l'Asie, ce qui le rend très important sur le plan stratégique. Ils ont une langue, une histoire, une religion et une culture uniques, et ils ont été indépendants pendant très longtemps dans l'histoire. Je pense que tout cela constitue des arguments solides en faveur de leur identité nationale et de leur indépendance. Ensuite, nous avons la Mongolie. La Mongolie proprement dite, qui est aujourd'hui un pays, était également sous la domination des Qing. Ils sont devenus indépendants en 1912, mais le reste de la Mongolie, où vivaient plus de Mongols que dans le pays, est resté sous domination chinoise. S'étendant sur 1 180 000 km², elle compte une population d'environ 25 millions d'habitants, dont seulement environ 17% sont des Mongols ethniques, le reste étant des Han chinois. Si elle était unie à la Mongolie extérieure, le nouveau pays couvrirait 2,6 millions de kilomètres carrés, devenant ainsi le plus grand pays d'Asie après la Chine et la Russie. Historiquement, cette région était le foyer de culture nomade des steppes, et surtout la terre natale de l'empire mongol. Après la fragmentation de l'empire, les régions mongoles sont tombées sous l'influence de diverses puissances, notamment la dynastie Yuan, puis les Qing, la République de Chine et la République populaire en 1949. Aujourd'hui, la Mongolie intérieure est une région autonome, mais comme le Tibet et le Xinjiang, son autonomie est très limitée. Leur langue a été de plus en plus remplacée par le mandarin dans les écoles, et la région a connu des manifestations contre cet effacement culturel. Économiquement, la région est riche en charbon, en terres rares et en pâturage, et si l'on combine cela avec les ressources propres de la Mongolie et son potentiel minier, je pense qu'un État mongol unifié pourrait être économiquement autosuffisant. De nombreux Mongols ressentent toujours un lien culturel et ethnique au-delà des frontières actuelles. Une réunification réaliserait les rêves pan-mongols de longue date, ravivant une identité qui précède le contrôle chinois moderne. Déplaçons-nous maintenant tout au sud, vers un exemple beaucoup plus petit avec Hong Kong et Macao. Ils ne sont redevenus chinois qu'à la fin du XXe siècle, après avoir été contrôlés par la Grande-Bretagne et le Portugal. Je ne plaide pas pour un retour au contrôle colonial, ce serait insensé. Mais la réalité est que ces longues périodes de domination européenne ont créé des identités locales uniques et un désir plus fort de démocratie directe, ce qui contraste avec le régime chinois. Hong Kong a connu de nombreuses manifestations pro-démocratie récemment. S'ils formaient une cité-État indépendante commune, ils auraient une population combinée de 8,5 millions d'habitants, sur une superficie de seulement 3000 km². C'est petit, mais densément peuplé, et économiquement très puissant. Hong Kong a été cédé à la Grande-Bretagne à partir de 1842, après la première guerre de l'opium. Macao a été colonisé par les Portugais dès les années 1500. En 1997 et 99, elles ont été rendues à la Chine selon le principe d'un pays, deux systèmes, qui était censé garantir une autonomie politique et économique pendant 50 ans. Cependant, au cours des 2 dernières décennies, la Chine a de plus en plus érodé leur liberté. Les deux villes ont leur propre système juridique, monnaie et identité culturelle, avec des liens à la fois avec l'héritage anglais et portugais. En tant que cités-États autonomes, elles pourraient imiter des endroits comme Singapour. Près de là,
Taïwan est déjà de facto indépendant. Pourtant, la Chine continentale le revendique toujours. C'est une continuation de leur conflit interne. Taïwan revendique aussi toujours la Chine continentale, ce qui est fou. Une balkanisation de toute la Chine continentale éliminerait probablement ses différents territoriaux et permettrait à Taïwan d'exister sans la menace constante d'annexion par la Chine. Finalement, il ne reste plus que la Chine elle-même. Les régions qui étaient déjà sous le contrôle direct des Chinois à l'époque de la dynastie Qing, plus la Mandchourie, qui était en fait la région d'origine de la dynastie, je crois. La Mandchourie illustre bien comment la Chine a toujours été un pays composé de plusieurs nations. Le drapeau de la Première République était précisément une bannière des 5 races unies, sous une seule union, chaque bande les symbolisant. Rouge pour Han, jaune pour Mandchous, bleu pour Mongols, blanc pour musulmans, et noir pour Tibétains. Peut-être que cela justifierait aussi l'indépendance de la Mandchourie. Après tout, entre 1932 et 1945, elle a existé en tant qu'entité propre, malgré le fait d'être une marionnette de l'Empire japonais. Mais aujourd'hui, le peuple mandchou n'est pas si important. Les Han représentent 91% de la population, et il y a plus d'Ouïghours, de Hui et de Miao que de Mandchous. Mais en parlant des Hui et des Miao, on pourrait aussi avancer un argument plus souple en faveur d'une séparation entre la Chine centrale et le sud. Les langues dominantes là-bas ne sont pas le mandarin, mais le cantonais, le hakka, le minnan et d'autres dialectes du sud. L'identité culturelle y est distincte et historiquement moins liée au pouvoir de Pékin. Historiquement, le sud de la Chine a été intégré à la civilisation chinoise relativement tard, pendant la dynastie Han, résistant à la domination du nord et formant même des royaumes séparés lors des périodes de fragmentation, comme les Ming du Sud ou le royaume de Nanyue. Les habitants d'ici se considèrent souvent culturellement différents des Han du Nord, que ce soit dans la nourriture, le dialecte, les coutumes ou les valeurs. C'est en fait assez intéressant, si vous vivez dans un pays occidental, de découvrir de quelle région vient le restaurant chinois local, car la nourriture qu'ils préparent est généralement liée à leur région d'origine, et peut être très différente d'un restaurant à l'autre. On peut défendre l'idée d'une Chine du Sud plus décentralisée, voire indépendante, qui reflèterait ses particularités régionales, mais il faut admettre que ce scénario est encore plus improbable que les autres, qui sont déjà tous peu probables à la base. Voilà donc comment la Chine pourrait se diviser en 6, 7, voire 8 nouveaux pays distincts. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela a du sens pour vous et, si oui, pensez-vous que cela pourrait réellement arriver un jour ? Dites-le en commentaire. Merci à mes mécènes pour leur soutien mensuel sur Patreon. Rejoignez-nous pour nous soutenir aussi. Vous avez un accès anticipé aux vidéos et des bonus, en plus de voir votre nom dans les crédits de la vidéo. Sinon, ce n'est pas grave du tout. Merci de regarder quand même. Rendez-vous la prochaine fois pour plus de culture générale. Devinez ce qu'est la tasse Moumine. C'est la même que la dernière fois. Parce que j'enregistre les 2 vidéos à la suite, je porte aussi les mêmes vêtements. Car nous partons en Norvège dans quelques semaines et je ne pourrai pas faire les vidéos là-bas. Donc je fais tout à l'avance, 2 ou 3 vidéos.